Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Programme chargé aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on tienne le timing des 15 minutes. Mais bon, bâcler le travail, ce serait complètement débile, mais je vais essayer de faire au plus vite. Alors, les indices, de toute façon, donc suivi des plans hebdomadaires, hein, ça n'avait pas changé en soi, j'ai pas fait d'update hebdomadaire depuis 2 semaines parce qu'on était toujours en attente de retrouver enfin un peu de volatilité. Clôture franche hier sous la zone de squeeze, on a effectivement, ça y est, nouvelle détection, hein, donc ça y est, on a un swing en cours ici, hein, c'est-à-dire le zigzag est plein, donc ça y est, on est enfin sorti, on a quelque chose de vivant, et clairement pour moi toujours la même structure, hein, grosse vague inétendue qui pète des résistances, petite consolidation, ici l'overlap raté dû à la rotation sectorielle, la poussée finale, bref à mon avis on est parti pour se ratatiner jusqu'à 3250, c'est-à-dire le cours d'ouverture 2020 du S&P 500, ça fait une belle chutasse, hein, ça fait quand même un bon moins 20 hein, à faire en plus de prix qui sont déjà en cours. Donc bref, il y a quand même à mon avis une bonne détérioration potentielle sur les actions, il s'agit bien de détérioration potentielle, c'est juste de dire que ça c'est l'objectif maximum qu'on peut viser. Maintenant, de là imaginer qu'on va aller le faire en ligne droite, bon, ce serait possible si on avait des catalyseurs type Covid, hein, on vous rappelle que ça peut arriver. Maintenant, bon, normalement, la baisse devrait être de façon construite, puisque donc on est maintenant contre tendance. Hein. Il s'agit juste donc de retracer le mouvement acheteur. Donc évidemment, ici, je doute qu'on retrace plus de 50% et qu'on arrive à glisser sous les niveaux d'ouverture de 2020. Mais en l'occurrence, voilà, ça donne la zone d'achat. C'est-à-dire que pour moi, c'est là qu'on va retrouver des achats. Question, c'est comment est-ce qu'on y va? On y va comme des bourrins ou on y va de manière construite, on détruit un petit peu les prix pendant l'été jusqu'à retrouver, à terme, je pense, un mouvement de marché haussier à nouveau. C'est plutôt le postulat que je fais. Maintenant, évidemment, comme je l'avais dit, on a fait un peu n'importe quoi sur la volatilité. Donc, soit c'est la traduction d'un très fort bull market, soit c'est la traduction, comme on l'avait dit, de la fin d'une structure haussière particulière de tendance alternative, dans laquelle évidemment tout le monde se chauffe la bite en étant haussier alors qu'il ne faut pas le faire, et je n'ai fait que vous le répéter, et attendre sagement, en sachant qu'ici le temps serait clairement une variable. Les contextes de volatilité n'ont fait que confirmer mon sentiment personnel. Donc ici, patience, garder du cash dans ces PEA, dans ces comptes titres, pour tout simplement attendre que ça se détériore. Maintenant que ça commence à baisser, tout le monde voudrait qu'on y soit en 3 jours. Bon, c'est possible, d'accord, ça ferait, on va dire, un réveil brutal depuis la volatilité qu'on avait connue pendant le Covid. Maintenant, on peut très bien, comme je vous dis, construire cette baisse. Donc, attention à pas trop formaliser, puisque donc comme on est dans des schémas de consolidation à la suite d'une tendance, ça veut donc dire un range. Et qui dit range dit que si vous faites des plans trop précis, trop radicaux, que vous mettez des positions en levier, que vous pensez savoir ce qui va se passer, bah, le marché va juste vous péter les dents systématiquement. Donc dans un range, on se détend un petit peu, on définit ses zones d'objectif et on se laisse porter, c'est-à-dire tenir des positions vendeuses aujourd'hui, oui, ça semble être la bonne solution. Maintenant, renforcer tous les pullbacks pour dire allez, bam, bam, ça va s'écrouler, non, n'importe quoi. Voilà. Donc, on renforce sur des opportunités type troisième borne de range si elles sont offertes. Et puis, si ça devait tout enquiller en ligne droite, eh ben, écoutez, encore une fois, c'était l'intérêt de vous dire n'attendez pas que ça baisse pour prendre des profits non plus. Surtout sur les valeurs à risque, les valeurs techno en particulier. Et donc, attendre maintenant le timing d'achat. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous étiez préparé, ça commence à bouger. Évidemment, on décortique tout ça dans le brief hebdomadaire. Donc pour ma part, premier signaux baissier à confirmer, mais pour l'instant, c'est quand même pas mal. Si je retire ici tous les indicateurs pour vous montrer plus visuellement les gaps, voilà, on constitue ici ce qui pourrait être ce qu'on appelle un gap de rupture, c'est-à-dire qui marque la fin de la tendance haussière. Maintenant, on a plein de gaps haussiers non refermés sur ces zones-là, et notamment donc celui-ci qui m'intéresse beaucoup, qui est en train d'être coté là à l'heure à laquelle on se parle, hein, très probablement, ou en tout cas qui a été coté ce matin, où on va aller chercher cet après-midi. Donc la question, c'est de dire attention, si on a un rebond cet après-midi sur ce gap, clairement, il faudra attendre des replis type troisième borne pour revendre. Si jamais ce gap est comblé dans la foulée, à mon avis, il faudra s'attendre à des replis plus faibles la semaine prochaine, mais on pourra très probablement vendre sur repli. Voilà entre guillemets la stratégie. Retenez simplement que tant qu'on a un gap de tendance dans une tendance qui reste ouvert, et surtout le dernier gap en cours, hein, vous voyez qu'il n'y en a pas d'autres, enfin il y en a d'autres, hein, mais les autres sont soit des gaps courants, c'est-à-dire on gap sur le plus haut d'une journée précédente, etc. Voilà, les derniers gaps très violents qu'on a se trouvent ici. Je pense qu'on ira les refermer. Hein. La question, c'est juste
Est-ce que ça vous semble rationnel et raisonnable d'imaginer refermer ça dans ce mouvement-là? Tout est possible. Encore une fois, ne formalisez pas la structure d'un range, mais par contre, ça paraît quand même assez peu probable. Donc, prochain référent, ce gap. On va le tester aujourd'hui, il y a très peu de chances que ce ne soit pas le cas. Fermé, pas fermé, on verra, c'est la seule des choses qui m'intéresse personnellement aujourd'hui. Pour le marché action, on a fait le tour. Évidemment, vous pouvez décliner tout ça sur les autres indices. Il y en a qui baissent plus fort, moins fort, il y a des structures un peu différentes. Mais bon, voilà. Moi, mon perso, celui sur lequel je suis le plus exposé pour l'instant, c'est le Russell. Et en fait, je les ai un peu tous. Voilà. Je répartis, comme toujours, mon risque sur les différents indices. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre les pastilles. Mais voilà. Toujours des positions modérées. Moi, à ce stade, je ne suis pas excessivement vendeur. Je suis même pas encore net vendeur, pour être honnête. Je crois que là, j'ai simplement couvert le portefeuille. Donc, à ce stade-là, je répartis. J'ai juste un peu plus sur celui-là parce que j'avais des positions déjà baissières. Mais c'est à peu près tout. Pour l'instant, donc, j'attends de voir ce que ces premiers gaps haussiers vont donner. Est-ce qu'ils vont donner des rebonds? Dans ce cas-là, en range, avant de se renverser à la baisse, et je reste toujours sur ce scénario d'une consolidation des tendances hebdomadaires qui ont maintenant maturé significativement et qui montrent des signaux de retournement. Mais toujours pareil, on peut se retourner haussier et baissier, on peut très bien se dire qu'ici, on est parti pour un mouvement de baisse et que ça, c'est le sommet point barre. Maintenant, je pense aussi qu'on a une probabilité non négligeable de revenir ranger un moment avant éventuellement de se détériorer plus tard dans la phase estivale. Donc attention à ne pas tout de suite tirer sur tout ce qui bouge en mode tout va s'écrouler, etc. Voilà. Le WTI forcément se replie ce matin, alors structure un peu spécifique parce que double top et j'aime pas trop, vous le savez, donc je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il va juste se contenter de revenir sur le support avant d'essayer de pousser vers les 75, ou est-ce que lui aussi pourrait s'écrouler pour revenir chercher carrément l'overlap à 44? Bon, vous le savez, moi ma zone d'achat annuelle c'est 45-40, enfin on va dire 45-35. Dans cette zone, ça m'intéresse clairement de travailler. Je ne sais pas si on va y aller du coup, comme je vous dis, en one shot dans un marché très catalysé, le fameux taper tantrum, c'est-à-dire que maintenant qu'on se rend compte que l'inflation n'est pas si dramatique mais qu'elle est là, eh bien on se pose la question tout de suite d'un relèvement de taux pour éviter une surchauffe de l'économie. Donc cette bonne vieille thématique de, en fait, aujourd'hui, toutes les portes qui étaient de toute façon favorables précédemment, c'est-à-dire que s'il y a un peu d'inflation, ce sera bien, etc. S'il y a ceci, ce sera bien. Et puis si de toute façon, il y a du soutien monétaire, et puis voilà. En fait, on comprend que cette thématique aujourd'hui commence à être remise en question. Surtout donc sur cette thématique de la Banque centrale d'Angleterre commence à comprendre qu'elle va faire remonter les taux prochainement. Bon, on a eu dernièrement à la fois la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine qui ont compris, qui ont fait passer le message que les taux n'allaient pas remonter. Mais attention encore une fois à ce qu'ils n'envoient pas juste une hausse de taux pour envoyer le message au marché. Moi je pense que le marché a compris ce message de lui-même et que du coup il a bien compris que s'il continuait à tirer à la hausse, il allait se prendre une hausse de taux symbolique. Donc il amorce sa phase de baisse. Je pense que cette phase de baisse sera pour l'instant plutôt pilotée, mais comme je vous le dis, n'ayez pas un portefeuille fortement exposé à des bêtas, c'est-à-dire des effets de volatilité, parce que tout simplement c'est là où vous pourriez vous prendre des grosses mandales. Voilà. Le but étant encore une fois de protéger le capital, de ne pas acheter avec de l'effet de levier, puisque donc si vous achetez en levier et qu'on se retrouve dans ce type de scénario-là, on sera peut-être avec les mêmes prix dans 6 mois, mais en attendant, si vous vous faites stopper tout en bas parce que vous avez tradé en marge, c'est là que c'est complètement con. Et puis pour ma part, acheter un marché qui baisse, je trouve toujours ça très peu intelligent. On passe aux cryptos. Alors pardon, la volatilité d'abord. Donc volatilité, attention, on est sur une zone, ça peut monter encore un tout petit peu, mais attention également ici aux potentialités de revente. Comme je vous l'ai dit, on arrive sur des zones où il y a des gaps, la volatilité est quand même à 30, et ici, il est plus que probable, et on l'a vu à de multiples reprises, qu'on est tout simplement, après franchissement d'une résistance, celle-là qui était bien clairement visible, on se replie pendant plusieurs jours, voire semaines, avant de reconstruire un mouvement haussier. C'est le sentiment que j'en ai. Donc pour l'instant, moi, je ne suis pas super tendu sur les indices, notamment à l'approche de gap haussier. Bon, je pense clairement qu'on va aller les combler, ou en tout cas qu'on va tester ces zones-là aujourd'hui. Donc sur les junk bonds, évidemment, c'est pas génial, mais ça, je vous l'avais dit, ça sentait mauvais dans le sens où on avait des indices qui faisaient des nouveaux plus hauts et des junk bonds qui ne suivaient pas. Les junk bonds commencent à enquiller à la baisse. Par contre, attention, dès qu'on arrive sur des supports sur les junk bonds, ça pourra être justement donc des timings
pour ralentir clairement la phase de baisse. Au niveau des taux, bon, pas de grandes nouveautés sur le soleil. On tente peut-être une petite poursuite jusqu'au 2%. Ça me semblerait potentiel, évidemment, vu les chiffres d'inflation, d'anticiper, on va dire, des chiffres mauvais pour le mois prochain. Enfin, on va dire une inflation le mois prochain. Et puis, si ces chiffres, évidemment, confortent mon sentiment, c'est-à-dire il y a une inflation, mais elle est mesurée, dans ce cas-là, je pense qu'on s'installera entre les 1,50 et 2, ou on va dire entre 1 et 2 dans un cas plus extrême de volatilité. Mais de toute façon, les taux sont amenés à monter. Je parle des taux réels, hein, c'est-à-dire les taux de base de la Fed ne bougeront pas, mais les taux réels risquent de monter dû à ces pricing d'inflation et la hausse du risque du fait qu'on a tout simplement pricé le meilleur et que, eh bien, effectivement, ce qu'on a, ça semble plutôt bon, mais quand on a fait le meilleur, bah, on consolide. Voilà. L'once d'or et l'once d'argent, toujours très intéressant pour moi, mais bah, il manque un petit peu de relais pour l'instant. Donc c'est vrai que quand on parle de thématiques inflationnistes, normalement l'or explose, etc. Bon, on les a vus clairement se reprendre, et je vous le rappelle ici, c'était les zones de suivi de tendance. Plus personne n'en parlait à ce moment-là. Ça a été enterré, alors que franchement, c'était des belles zones d'achat. Donc je pense toujours que c'est le cas. À mon avis, ici, il faut rester donc relativement prudent parce que maintenant qu'on atteint les zones de résistance, je pense clairement qu'on devrait les déborder. Maintenant, j'attends ce prochain mouvement et très clairement, on peut consolider, osciller autour en fait de cette zone-là pour fabriquer des sortes d'accumulations avant, je pense, de tenter une accélération haussière. On peut tenter même un repli pour constituer un creux majeur ici. Donc le délire, je vous remets les indicateurs, hein, c'est quand même mieux pour moi, c'est de dire, je pense que maintenant qu'on a retourné le canal de tendance, il est assez probable qu'on revienne le chercher. Donc sous ces formes-là, je dirais plutôt dans ce cas-là des accumulations en 4 heures. Donc le but serait de repayer les canaux de tendance horaires dès qu'on les retrouve et d'essayer de breaker derrière en 4 heures. Pour l'instant, étant donc... voilà, on part d'une structure double bottom, donc c'est un des rares cas de figure dans lesquels on peut passer de haussier à baissier, enfin de baissier à haussier. Sinon ici, donc comme je vous le disais, on vient chercher une troisième borne, puis on fabriquera l'accumulation. Donc moi je ne serai pas baissier gold, mais je ne serai clairement pas haussier sous les résistances, c'est pas du tout l'intérêt. Donc surveillance accrue de ces deux-là dans les prochains jours, mais ils sont clairement pas inintéressants à suivre à moyen terme. Côté Forex, bon, on en parlera peut-être plus tard. Bon, allez, si je me bouge. Donc, l'euro-dollar, c'est toujours pareil. Ici, tout le monde n'en avait plus rien à foutre, alors que c'était un Fibo 38% en reprise de tendance haussière. Bref, un bon gros pullback. Donc, on est dans le range, hein, je vous rappelle, le pullback est un range. Ici, on avait donc un range mature Fibo 38. Je pense qu'on va, à terme, venir déborder ces contextes acheteurs. Donc, aller chercher des objectifs moyen terme, pour ma part, hein, au-dessus d'un 26 à un 30. Et après, évidemment, on pourra commencer à se calmer sur la thématique de repricing du dollar, puisqu'on parlera à ce moment-là plutôt, à mon sens, de thématique de stabilisation des devises. Et, comme on l'a dit, peut-être commencer à aborder les thématiques de monnaie numérique de banque centrale. Sur l'USD-Yen, évidemment, un peu la même chose pour l'instant, à savoir, on range. Je parie toujours ici sur des reprises baissières, mais ça reste très compliqué, hein. Le yen étant la devise de loin la plus endettée, on a des risques de dette. Donc, franchement, pour l'instant, je comprends que le marché ne veuille pas trop se mouiller sur le yen. Ouais, si les actions vite fait. Donc Apple, pareil, toujours le niveau de référence. On travaille ce niveau-là. Attention, c'est pas parce qu'on fait une clôture daily dessous que c'est la fin du monde. On est ici en support sur un canal de tendance. On a une belle zone de vente en troisième borne avec des signaux. C'est clair que c'est pas bandant. Moi, j'achèterais clairement pas Apple sur ces zones-là. Hein, c'est là que se situe le risque pour moi d'une dégénérescence très brutale des prix. Maintenant, je vendrai pas Apple sur un support non plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, je laisse filer des ventes ici, mais j'ai pas les conditions suffisantes pour dire ok, faut attaquer Apple très violent en mode ça va se péter la gueule, on va ruiner tous les investisseurs. Je pense encore une fois que c'est une possibilité parce que je vous y ai préparé de longues fois. Autant vous dire que Apple, franchement, vous avez eu 1 an pour vous barrer. Voilà, bon, si ça doit se faire de manière brutale et catalysée, pourquoi pas. Maintenant, je ne vois pas nécessairement pour l'instant la thématique hyper bearish sur Apple, donc soit ça se fait de manière volatile, soit ça se fait, on va dire, de manière construite, ou comme je vous dis, on aura une dégradation lente d'Apple à terme, et voilà. Et ça, c'est plutôt ce que j'entrevois pour ma part. Hein, toujours des thématiques sectorielles pour construire la baisse. Soit la baisse, c'est on aligne toutes les planètes, on engouffre tout, et dans 3 semaines, on est en bas, on a perdu 20%, et on fait du V-bottom classique, hein, ça me semblerait potentiel, on aligne vraiment tous les secteurs à la baisse. Soit, comme je vous dis, on essaie de construire, c'est-à-dire que cette semaine, on fait baisser ça,
puis après ça consolide la semaine suivante et on fait baisser un autre secteur, donc on garde cette fois une dynamique baissière, d'accord, mais on essaie de construire éventuellement ces thématiques vers le bas. C'est pour ça que je pense que c'est là que se situe toute l'incertitude de ce range. Est-ce qu'on va essayer de construire des baisses relativement, on va dire, sous forme de rotation, ou est-ce qu'on y va vraiment comme des teubés, tout d'un coup, ayant aligné toutes les planètes à l'achat, on peut très bien maintenant aligner toutes les planètes à la vente. Donc loin de moi l'idée de chercher à buy de deep les indices alors qu'on commence à peine à baisser. Allez, crypto. Je vais changer d'indice d'ailleurs, je remplace ces deux-là parce que quelqu'un a trouvé ça dans le Discord et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, si vous allez ici et vous faites crypto et que vous tapez all, vous allez avoir Bitcoin All-Time History et Ethereum All-Time History. Alors, ce sont des index crypto. Je ne sais pas exactement comment ils ont été faits, mais c'est vrai que d'un aspect historique, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, j'ai choisi de les utiliser en lieu et place de ceux que j'utilisais avant, simplement donc pour l'instant sur BTC et ETH-USD. Bon, je vous en parle toujours pareil parce que je n'aime pas trop changer d'actif tout le temps, mais ici je trouve qu'il y a une plus-value à avoir toute l'historique, donc je le fais. Voilà, donc toujours pareil pour ma part, Bitcoin, il est logique ici qu'on se calme un tout petit peu. Suite à la phase de divergence, il est normal ici que la phase de pullback en daily se mette en place. Maintenant, je vous le rappelle, nous avons toujours des tendances hebdomadaires parce que putain, quand même, tous les signaux sont devant nous. Donc, il faut suivre pour l'instant ces tendances hebdomadaires, ce qui veut dire que les moyennes 4 heures sont des zones d'achat. Qu'est-ce qu'on est venu chercher cette nuit ? Attention mystère, oh bah tiens, la moyenne en 4 heures, avec un contexte, etc. Bref, pour moi, c'est clairement ici une zone de suivi de tendance. Donc, être bear sur les cryptos aujourd'hui, non. Tout comme je vous dis, les indices baissent, mais attention à la façon avec laquelle ils vont baisser. Il y a des soutiens qui pourraient se mettre en place. Bon, la zone qu'on a dit, ça peut être un petit peu plus bas parce qu'il y a quand même une zone ici sous le contexte du T supérieur. Donc attention clairement sur cette zone de suivi de tendance à ne pas dépenser tout votre argent. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours pareil. Cette nuit, du coup, Elon Musk tabasse le Bitcoin, ça baisse fort, etc. Et puis maintenant qu'on est dans les bas de range, comme il y a un narratif baissier, vous ne voulez plus acheter. Moi, je comprends pas, j'ai du mal. Voilà. Donc, les stratégies étaient pourtant claires. Sur ces zones-là, une moyenne et un contexte, dans une tendance hebdomadaire, faut payer. Voilà. Donc, moi, clairement, ce matin, j'hésite pas. Je sors 30% du cash qui était dispo pour racheter certains projets. Je vous expliquerai lesquels j'ai pris et pourquoi. Maintenant, est-ce que de là, je sais que j'ai le bottom, etc. Non, d'accord, toujours pareil, chaque stratégie est associée avec sa gestion du risque. Payer une moyenne en suivi d'une tendance 2 UT au-dessus, c'est clairement le principe que le stop loss doit normalement être mis sous, d'accord, le contexte de l'UT supérieur. Par là, et normalement, on doit généralement chercher un creux de marché majeur qui nous permet de référencer ce niveau. Donc, pour moi, le stop loss, ce serait vers les 41 000. On l'a vu, attention, 41 000, c'est également une zone d'achat. Donc comment on fait si on achète là et que la zone d'achat suivante se trouve sur la zone où on est supposé stopper ce scénario-là? Eh bien, vous comprenez bien que du coup, au lieu de faire le débile et de dire je mets tout mon pognon ici, et puis si on va là, c'est con, j'ai une nouvelle zone d'achat, mais je dois me faire stopper à cet endroit-là. Non, du coup, on réduit la taille de position ici pour garder éventuellement de la liquidité disponible si on devait aller ici. Et surtout, ça permet d'éloigner le stop loss, le fait de réduire la taille de position. Donc moi, perso, c'est la stratégie que j'adopte. Je repousse un petit peu le stop loss et je garde du cash pour renforcer éventuellement au cas où on fasse un excès vers les 41 000. Mais clairement, ce matin, je n'ai pas réfléchi à 2 reprises. C'était zone d'achat prévue. Alors, je n'étais pas là cette nuit pour le faire tout en bas, hein, mais donc je rattrape un peu le délire ce matin. Voilà un petit peu le truc. Donc, différents actifs, certains se prennent une bonne douille. Hein, Ethereum, ça baisse bien. Et encore une fois, bon, on était monté franchement très très fort. Donc, il y a largement de quoi faire baisser les prix. Maintenant, moi, je ne parierais pas nécessairement sur la baisse des prix de l'Ethereum. Donc là, je ne joue pas les baisses. Je joue plutôt les reprises acheteuses. Tout doux, hein, comme je vous dis, 30% du capital. Ça veut dire qu'il en reste 70 pour le simple fait que j'envisage clairement que des baisses de prix puissent se poursuivre sans aucun problème. Donc, moi, pour l'instant, j'ai acheté ce que j'avais prévu d'acheter, c'est-à-dire que j'avais déjà ma liste d'achats à faire. Donc, j'ai acheté du Nexo, du Philcoin, j'ai racheté du EGLD, j'ai acheté ce truc-là, STX, j'ai acheté quoi d'autre, j'ai repris KNC, c'est ce qui était prévu, et c'est tout. Donc j'ai renforcé un tout petit peu de KNC, je crois que j'ai rajouté 25% à la taille de ma position existante. STX, je crois que j'ai dû rentrer à pas grand chose non plus, hein, je me tâte la température. EGLD, je re-rentre dedans parce que j'aime bien, ça a bien digéré, hein, c'était carrément excessif mais ça a bien digéré.
Donc toujours pareil, hein, dans un objectif de suivi de tendance, je cherche les actifs qui ont encore des potentiels tendanciels. Donc ici, on a un double top. Je pense que ça peut clairement retourner dans le bas de range, hein, ce truc-là. Il n'y a pas de souci, comme je vous dis. Donc attention, il ne s'agit pas de mettre tout son pognon ici, mais bien de comprendre qu'il y a une trendline ici également. Et que comme on a quand même débordé le sommet là, voilà, attention à ce qu'on ne soit pas ici sur une zone où ça rebondisse à 280. Donc, face à la gestion de ce risque, c'est-à-dire moi j'aimerais bien récupérer ce gain-là s'il est proposé, bah, je rentre maintenant, mais en sachant que ça peut clairement aller beaucoup plus bas. Donc comme je vous le dis, attention à ne pas tout dépenser aujourd'hui. C'est l'erreur number one que certains vont commettre. Donc gardez du cash, continuez à penser range, même si clairement des stratégies en suivi de tendance sur le Bitcoin sont potentielles. Et même si le narratif n'est pas bon ce matin, c'est le but. Normalement, on n'achète pas l'euphorie dans une phase de pullback, on achète justement la panique. Donc moi, l'ambiance ce matin, elle est vraiment morne, mais je dois respecter les stratégies. Je suis conscient du risque et comme je vous le dis, je vois bien qu'en plus, la zone d'invalidation du potentiel suivi de tendance se trouve sur la zone d'achat suivante. Donc, j'y vais beaucoup moins fort que ce que j'aurais prévu de faire, puisque je trouve que les planètes ne s'alignent pas, franchement, génialement ce matin. Donc maintenant, ici, hein, toujours pareil, signal de range mature égale, j'ai l'impression qu'ici, on forme cette structure en biseau, raison pour laquelle je paye ce matin sur eGold. Sur fil USDT, c'est un peu la même chose, j'avais dit, j'aime pas trop ce délire-là où tout le monde se chauffait, c'était rentré dans le top 10, on sait pas trop comment. Bon, j'aurais bien franchement aimé attraper la mèche ce matin, mais même chose, je suis obligé de rentrer 50% sur 115 ce matin. Je garde évidemment du cash pour racheter ici, si ça y va, hein, si on va à 50 $, je préfère acheter 2 fois moins cher. Bon, je trouve que c'était un bon projet, hein, bien sûr. Maintenant, c'était complètement survalorisé. Et voilà. Donc, j'achète ici dans le cas où on forme un range. Pareil, hein, là, j'achète pas en mode to the moon. Hein. J'achète et je sécuriserai tout si j'ai une troisième borne en repli dans les prochaines semaines. Voilà. Juste pour expliquer un peu la thématique. Le but ici est de mettre une entrée spéculative, bas de range. Je repars clairement pas là en mode suivi de tendance sur ce truc-là. À mon avis, ce truc-là ayant été tellement excessif, ça va devoir ranger 3 plombes avant d'espérer pouvoir refaire un truc. Toujours pour moi le même timing. Hein. Je ne revois pas de structure puissamment haussière sur les altcoins avant mi-juillet, voire début août. Hein. Donc, arbitrage dans le range, utiliser son cash pour faire des arbitrages, ça me paraît être la stratégie. En haut, il fallait vendre. Maintenant qu'on est en bas, je suis plutôt recherche d'achat. Sans levier, etc. J'y vais tranquille. Le Nexo, bon, celui-là, c'est plutôt parce qu'il m'intéresse pour des raisons particulières. Donc, j'ai acheté du Nexo ce matin. Et STX, je crois que je vous en ai parlé. J'aime bien le projet, pareil. J'achète ici, hein, on est en repli sur ces zones-là, zone acheteuse. Soit tout simplement, ça c'était complètement excessif, et dans ce cas-là, on se dégradera pareil pour venir chercher 0,80. Donc pareil, hein, comme on l'a vu sur le marché action, les dégradations potentielles à la baisse sont conséquentes. Tout achat que vous réalisez aujourd'hui peut subir 50% de perte. Hein, et derrière, il n'y a pas de garantie qu'on va rebondir. Hein, donc voilà, partez toujours du principe que là, si vous utilisez du levier, vous êtes mort dans les cryptos. Maintenant, jouer des achats parce que ça pourrait rebondir, ça me semble être toujours la stratégie. Moi, je ne pense pas que le marché crypto soit sur le point de s'écrouler. Je pense que par contre, il est sur le point de vraiment faire peur à tout le monde. Et c'est ce qu'on a eu cette nuit. J'ai pris Theta, pardon, aussi, hein, que je voulais depuis un bon moment. Pareil, très excessif, hein, Theta, je ne m'attends pas à ce qu'il réagisse à la hausse avant un bon moment. Il est venu ici taper et il rejette sur des 5e bornes. Hein, donc on commence à construire ici des marchés en structure assez spéciale. Donc je pense qu'on range, hein, sur l'UT supérieur. Ce qui m'invite encore une fois ici à avoir ce positionnement-là. C'est-à-dire, dans ces zones-là, je vends. Dans ces zones-là, j'achète. Point barre, pas besoin de se torturer l'esprit au-delà du raisonnable. Donc là, pareil, aucune idée des zones de support, c'est-à-dire que si jamais ça devait cracher, même chose, hein, payer à 9 alors que le marché pourrait proposer 4, toujours pareil, ça peut éventuellement. Mais c'est aussi là que la plupart des gens commettent des erreurs, à se dire « ouais, mais je pense qu'on pourrait aller à 4 » et puis au final, on n'y va jamais, ça repart, et quand on est à 20, tu fais quoi? Et ben tu dis « ah, j'aurais peut-être dû acheter un peu ». Voilà. Donc c'est exactement ça la théorie pour moi ce matin. Acheter un peu au cas où ça reparte, pour pas être comme des débiles à courir après un prix qui monte. Parce qu'on est dans des bas de range et que les prix sont donc intéressants de manière spéculative. Maintenant, ici, très difficile de placer des stop-loss sous les bas de range étant donné l'ambiance du marché en globalité. Donc, à mon avis, acheter avec du cash, une part relativement faible du capital, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille si pour une raison X ou Y la tendance serait amorcée très brutalement, tout en étant conscient qu'il faut garder beaucoup de cash parce qu'on peut avoir des dégradations de prix relativement importantes si la situation devait se dégrader beaucoup plus.
Voilà, c'est pour l'instant tout ce que j'ai à vous dire. Donc l'ambiance n'est pas franchement favorable aux achats, mais les stratégies en suivi de tendance doivent être appliquées quand même. C'est toujours pareil, je sais que c'est souvent au moment où ça paraît le pire moment de faire un truc que c'est souvent en fait le meilleur moment de le faire. Donc, stratégie d'achat toute douce sur les coins qui proposent des contextes favorables, mais attention à ne pas être stupide. Voilà.